Nous revoilà devant l'exposition du Barbier de Séville pour corriger l'identification des mouvements à laquelle vous vous êtes livré précédemment et pour mener la lecture linéaire proprement dite. L'identification des mouvements tout d'abord. Je remets le texte sous vos yeux. Je me permets de ne pas le lire puisque nous l'avons lu il y a une dizaine de minutes. Vous remarquez que j'ai changé la présentation du texte simplement pour avoir un peu de place pour inscrire mes différents mouvements. Voilà ce que je propose, qui n'est évidemment qu'une possibilité, on pouvait en trouver d'autres. Le premier mouvement que j'identifiais, je l'ai arrêté à une réplique du conte qui se termine par « Dis toujours, je t'entends du reste ». Dans ce premier mouvement, on a un véritable dialogue entre les deux personnages, avec une alternance du je et du tu, et puis une alternance du passé et du présent, qui souligne que nous sommes face à des retrouvailles de personnages qui se connaissaient avant et qui vont donc évoquer leur passé commun. Le deuxième mouvement, je l'arrêterai à une réplique de Figaro qui se termine par « user un pareil ressentiment ». Dans ce deuxième mouvement, il s'agit de s'intéresser principalement au personnage de Figaro qui se fait dramaturge. On a le thème du théâtre avec un lexique du théâtre très présent et un récit qui est centré uniquement sur la personne de Figaro. Et enfin, le troisième mouvement, évidemment, jusqu'à la fin du texte, il s'agit d'un récit principalement mené par Figaro. On remarque que le conte n'apparaît qu'une fois et sous forme de questions. Et il s'agit pour lui de raconter son passé qui est fait d'aventures très riches. On se livre à la lecture linéaire proprement dite. Alors, quelques faits remarquables sur le premier mouvement que je vous ai remis ici. Évidemment, je vous conseille à chaque fois d'interrompre la vidéo quand on commence un mouvement et de vous demander ce que vous pourriez remarquer. Première chose que je remarque, c'est donc que les deux personnages ont un passé commun. On a une relation hiérarchique entre eux, le conte évoque son service, et on peut se dire déjà que l'exposition est tout à fait invraisemblable. La rencontre de Figaro pile au moment où il le fallait relève évidemment de l'invraisemblance, c'est-à-dire, je vous renvoie à la séquence que nous avons fait précédemment sur Andromaque où nous avons étudié un texte de Boileau qui fixe les règles du théâtre classique et l'invraisemblance est absolument condamnée dans le théâtre classique. Donc cette pièce, Le mariage de Figaro, du XVIIIe, ne respecte pas les règles fixées au siècle précédent. J'ai une relation qui se lie aussi, une relation hiérarchique qui se lie aussi au pronom personnel. Il ne vous a pas échappé que le comte dit tu quand il parle à Figaro et que Figaro dit vous. Par ailleurs, Figaro l'appelle votre excellence. C'est une marque évidemment de déférence. Et enfin, on peut remarquer que le comte a un comportement plein de morgue face à Figaro. Tu étais un mauvais sujet, lui dit-il, dit toujours. Comme si la parole de Figaro finalement ne valait pas grand-chose, qu'elle était un arrière-plan un peu satisfaisant pour lui à ce moment-là. Ce passage permet aussi de construire le personnage de Figaro. Alors, il est paresseux et dérangé, nous dit le comte. Et on veut bien le croire, et nous, on constate aussi qu'il est très insolent. Il répond en particulier au comte, on veut que le pauvre soit sans défaut. Votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets? Alors, ce faisant, Figaro tient tête à son maître. Il tient tête de façon très insolente. Et il place aussi le débat sur le terrain du politique et du social. Quand il dit « on veut que le pauvre », le « on » c'est un pronom qui représente plusieurs personnes, il ne s'agit pas que du comte ou que de lui. Le pauvre, le pronom défini, le déterminant défini, ici, a une valeur généralisante. Quand il dit « le pauvre » et sans défaut, c'est tous les pauvres. Et de la même façon, dans la deuxième phrase que j'ai citée en exemple, des maîtres, des valets, donc on est dans une généralisation. Ça veut dire que Figaro s'oppose à son maître, pas seulement pour sa personne, mais parce qu'il est un valet et qu'il est de son combat de s'opposer au maître. On peut remarquer évidemment l'esprit d'à propos de Figaro qui a des réparties très drôles, très brillantes, donc il maîtrise très bien ce que nous avons appelé en début d'année la rhétorique, l'art de bien parler. C'est un lettré, Figaro. Et on remarque aussi que le comte est bon joueur. Quand Figaro lui dit qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres qui auraient les qualités nécessaires pour être valet, le comte lui répond en riant « pas mal ».
Donc, on est dans un conflit social, politique, mais pas un conflit vraiment virulent. Et enfin, la dernière réplique sur laquelle j'attire votre attention, j'ai cru que c'était elle. Cette réplique, quel est son intérêt? Eh bien, elle permet de justifier cette scène dans la pièce. En réalité, cette scène n'a aucun intérêt pour la pièce, si ce n'est qu'elle permet de construire le personnage de Figaro, ce qui aurait pu être fait en deux répliques. Donc ici, c'est une façon qu'a trouvé Beaumarchais d'adroitement relier une scène qui tient son intérêt à son comique, à sa drôlerie, à son rythme, de la relier cette scène à la pièce. On passe au deuxième mouvement. Là encore, je vous propose de vous arrêter la vidéo, de réfléchir de votre côté et puis de revenir une fois que vous aurez trouvé quelques petits éléments. Quant à moi, voilà ce que je propose. Tout d'abord, on a un passage qui permet de relier la scène à l'intrigue. Je pense à la didascalie qui indique que le conte regarde avec attention du côté de la jalousie. Il faut que la scène ait l'air de trouver sa place naturellement dans la pièce. Figaro, dans tout ce passage, se fait dramaturge. Et on a le lexique du théâtre, alors littéraire, on a 2 fois théâtre, on a le parterre, on a la pièce, on a sifflé. Et c'est un personnage qui est donc très particulier. C'est un personnage qui est un valet, mais qui est un valet qui a fait des études de lettres sans doute, et en plus il a un passé qui excède de loin la pièce. Le valet, c'est un personnage traditionnel au théâtre, mais traditionnellement on ne sait rien de lui, ou pas grand-chose. Ici, on a tout un temps d'exposition du personnage. La scène repose donc la question de son intérêt pour l'intrigue. En fait, elle n'a guère d'intérêt, c'est plutôt un moment, un décrochage qui n'est pas en lien avec l'action. Et là, vous vous souvenez de Boileau, qui explique que tout dans une pièce doit concourir à l'action principale. Donc encore une fois, Beaumarchais va prendre des libertés par rapport aux règles du théâtre classique. On a évidemment un éloge du théâtre. Quand Figaro dit que le théâtre est un champ d'honneur, le terme honneur est évidemment important, puisque ça veut dire que le théâtre est l'art par excellence. Et le champ d'honneur évoque évidemment aussi le combat. Alors, si c'est du théâtre qui parle de théâtre, on l'avait déjà vu, de texte métatextuel, c'est-à-dire qui parle de lui-même. Le récit ici, au passé, est celui d'un échec théâtral. Il est fait avec beaucoup de comique. En fait, Figaro se moque ici de la claque, qui avait des mains comme des battoirs. On imagine l'auteur en train d'interdire les gants, les cannes, tout ce qui produit pas assez de bruit. Donc, c'est évidemment un moment de rire pour le spectateur. Et en même temps, on peut se demander si Figaro, qui devient un auteur de théâtre et qui a besoin d'organiser une claque contre une cabale, n'est pas ici un double de son auteur, un double de Beaumarchais. Et enfin, évidemment, on continue la construction du personnage de Figaro dans ce passage, puisque c'est un bon joueur, c'est un bon perdant. La vie est trop courte pour user un pareil ressentiment. Il prend les choses avec philosophie, avec grandeur en quelque sorte. Troisième mouvement, même chose, je vous laisse arrêter votre vidéo, essayez de réfléchir à ce que vous pourriez proposer et je vous livre ce que je propose. Tout d'abord, évidemment, on continue la construction du personnage de Figaro. On remarque qu'il a un passé qui est très riche en aventures. Il a été en prison, il a été admiré, il a été critiqué, il a été pauvre, il a été barbier. Il a une vie complètement incroyable. Il se promène, il voyage physiquement et c'est plutôt un personnage de roman qu'un personnage de théâtre. Alors il se trouve que Figaro est inspiré ici du héros picaresque, c'est-à-dire du héros du roman Picard, qui est un roman espagnol du XVIe siècle dans lequel un jeune homme de basse extraction sociale va vivre des tas d'aventures qui vont l'amener à une vie satisfaisante et en général des tas d'aventures invraisemblables. On remarque que Figaro fait toujours preuve d'une grande maîtrise de la rhétorique. Vous pouvez en particulier remarquer les nombreux parallélismes de construction dans ce qu'il dit. Accueilli dans une ville, emprisonné
par l'autre, loué par ceci, blâmé par cela, etc. Vous avez de nombreuses métaphores. La République des lettres était celle des loups. Il s'agit de déchiqueter et de sucer le peu de substance qu'il restait aux gens de lettres. Et puis, vous avez un rythme qui est effréné. Les phrases courtes, ou plutôt des séquences de phrases très courtes, assurent un rythme endiablé à cette réplique. On peut remarquer aussi que Figaro, de nouveau, s'illustre par son bon sens populaire, et vous pouvez remarquer la réplique finale « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer », qui est sans doute devenue l'une des répliques les plus connues de Figaro. Et si l'on se penche un petit peu sur cette réplique, vous pouvez remarquer que « Je me presse de rire de tout » et « de peur d'être obligé d'en pleurer » comportent tous deux 9 syllabes. Donc ici, Figaro se fait presque poète, on peut presque parler de vers cachés dans la prose. Cette scène, elle va poser de nouveau la question de l'intérêt pour la pièce. En fait, c'est surtout un morceau de bravoure dans lequel Beaumarchais prouve son talent. On revoit le retour de la question de la littérature et en particulier de l'attaque de tous ceux qui vivent de la littérature sans pour autant écrire. Je vous renvoie à cette énumération, les insectes, les moustiques, les cousins, les critiques, les maringouins, les envieux, les feuillistes, les libraires, les censeurs, bref, tous ces gens qui gagnent leur argent sur le dos, finalement, des gentils auteurs que Figaro appelle les malheureux gens de lettres. Alors, il faut savoir que Beaumarchais va se battre pour faire émerger le droit d'auteur qui n'existe pas au XVIIIe siècle. Donc là encore, Figaro se fait un peu le double de son auteur. Vous avez aussi le retour de la question sociale avec l'habitude du malheur. Cette courte phrase nominale de Figaro ouvre évidemment à une question sociale. Pourquoi est-ce qu'il a l'habitude du malheur? Parce que c'est un pauvre hère, parce que c'est un roturier qui est né sans rien et que sa vie va consister à se battre pour survivre. Il s'inscrit aussi, ce passage, dans l'intrigue parce que Figaro annonce à 2 reprises, au début et à la fin de sa tirade, on appelle tirade au théâtre une réplique un peu longue, qu'il va se remettre au service du comte Almaviva. Tout d'abord, au début, quand il dit « Je suis assez heureux pour retrouver mon ancien maître » et à la fin, quand il dit « Prêt à servir de nouveau votre excellence en tout ce qui lui plaira de m'ordonner ». Donc, elle annonce cette scène, la suite de l'intrigue. Il nous reste maintenant à trouver une problématique. On reprend ce qu'on a découvert pendant notre analyse, une scène qui permet l'exposition, qui permet de présenter Figaro, permet de présenter le conte, permet de comprendre l'intrigue qui se joue autour de Rosine, permet de comprendre que Figaro va se remettre au service du conte. Une scène qui permet de construire le personnage de Figaro, on apprend plein de choses de lui, il maîtrise la rhétorique, c'est un lettré, il a eu des tas d'aventures, c'est un insolent, il a été valet, maintenant il est barbier. Et puis, une scène qui montre que Figaro porte des idées qui dépassent le cadre de la pièce, notamment l'idée de l'affrontement social entre maître et valet, entre roturier et noble, et puis aussi l'idée de porte-parole de son auteur qui a des comptes à régler avec la société des lettres. Je vous laisse arrêter votre vidéo, réfléchir à ce que vous feriez de tout cela pour proposer une problématique, et vous revenez quand vous avez trouvé. Quant à moi, je vous propose la problématique suivante. Dans quelle mesure cette scène d'exposition s'éloigne-t-elle des expositions classiques? Voilà pour la problématique. Pour lundi, je vous propose de réfléchir aux axes possibles pour un commentaire de cet extrait. Nous travaillerons donc lundi sur le commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.